grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Brûle, ce sont là les paroles de Amadou Hampâté-Bâ. L'ADN de l'histoire, l'esprit de l'Afrique, madame, monsieur, bienvenue. Indépendance, en vertu du droit des peuples à disposer de l'air. Votre moment et à jamais notre État libre et indépendant. Il n'y a pas d'unité sans liberté. C'est par la lutte qu'il a été conquis. La patrie ou la mort. En Afrique, il y a un grand diable qui vend les autres Africains. L'invité de l'ADN de l'histoire, l'esprit de l'Afrique est le docteur Ennet Mutamba. Bienvenue, docteur. Bonsoir et merci pour votre invitation à laquelle je réponds avec beaucoup de plaisir. Et c'est nous qui vous remercions d'être là. La thématique principale de l'ADN de l'histoire, l'esprit de l'Afrique et surtout l'esprit de l'Afrique de cette édition est bien sûr le roi sacré africain. Difficile à comprendre, n'est-ce pas, quand on parle de roi sacré africain. Mais le roi sacré africain, il s'agit juste d'un jeu. Mais un jeu qui nous plonge dans l'identité même de l'Afrique. Un jeu qui nous plonge dans plusieurs disciplines. Question de découvrir qui nous sommes vraiment en tant qu'Africains et qu'est-ce que l'Afrique attend de nous, Africains. Le roi sacré africain, l'auteur de ce jeu, c'est bien sûr le docteur Ennet Mutamba et qui nous parle bien sûr de ce roi sacré. C'est qui le roi sacré ou c'est quoi le roi sacré africain? Vaste question. Bon, pour y répondre de la manière la plus simple qui puisse me permettre d'être bien compris par aussi bien le professeur d'université qui peut nous regarder à cette heure-ci que la Bayamse l'âme d'un colon parce que ça intéresse tout ce monde-là. Tout à fait. C'est en fait la remontée tout simplement de l'affirmation de mon identité et ma fierté en tant qu'Africain. Surtout la remontée de cette identité, de cette fierté qui me met dans une position, dans une stature où je découvre que je n'ai rien à envier à l'Européen, je n'ai rien à envier à l'Américain. Je suis moi et j'entends m'affirmer comme tel dans le devenir de ce monde. Voilà, c'est ça. Ok. Et vous nous l'aviez dit en off, c'est l'aboutissement d'une œuvre qui a commencé il y a bientôt 34 ans. C'est ça exactement? Oui, c'est une longue histoire, voilà, une très longue histoire. Et alors, vous arrivez au roi sacré africain. Ça va d'où? Bon, c'est un questionnement qui m'a toujours habité, mais qui a été, comment je peux dire, qui a été accentué par les événements de la vie, les incidents de parcours, mais principalement par mon passage dans les laboratoires de recherche en Europe où je préparais ma première thèse de doctorat, que j'avais fini par obtenir. Alors, je m'étais impliqué dans la recherche fondamentale en droit, donc faire la recherche en droit comme les autres font la recherche en chimie, en physique, vraiment pas les mêmes canaux et puis voilà. Alors, je me retrouvais souvent dans des colloques et conférences avec des collègues américains, chinois, thaïlandais, allemands, bref, un peu de tout. De partout, oui. Alors, je me trouvais souvent confronté à un incident un peu répétitif, celui de me trouver au milieu de ces collègues-là, c'est-à-dire pendant les travaux, un collègue français passe devant, il fait son exposé, tout le monde trouve que c'est brillant, on applaudit. Ok. Un Allemand passe
c'est brillant, Identique. tout le monde applaudit, c'est bon. Un Italien passe, il fait son exposé, c'est brillant, tout le monde applaudit. Un Togolais passe, il fait un exposé brillant, tout le monde applaudit, mais à la suite, les gens se posent la question, ah, mais c'est brillant, c'est bien fait, tout ça. Mais ce dont il vient de nous parler là, les démonstrations qu'il vient de faire là, relèvent effectivement de la culture togolaise. Et c'est là que les réponses fusaient pour dire que non, ce qu'il vient de faire là, c'est absolument du droit français. Ah ben, du droit français, mais lui, en tant que Togolais, il n'a rien vraiment à proposer à la grande famille scientifique. Oh non. Pourquoi alors cette démonstration d'éléments qui relèvent de la culture française? Non, c'est parce qu'ils ont été colonisés par la France. Bon, la même rengaine revenait à propos d'un collègue tchadien ou bien d'un Congolais comme moi. Ben, tu fais ton exposé, c'est brillant. Après, on se pose la question de savoir, mais oui, non, c'est du droit belge parce qu'ils ont été colonisés par la Belgique. Voilà d'où est partie ma révolte. Je dis, en fait, c'est pas vrai. Ben, on est dans ce chantier scientifique où en fait, nous autres Africains, nous venons tout simplement accompagner ceux qui savent ce dont ils parlent parce que ça relève de leur culture, alors que nous venons les accompagner pour parler de leur culture à eux. Alors ça devenait révoltant parce qu'en fait, surtout que quand on se rend compte qu'aucun peuple sur cette terre des hommes n'a eu à se développer sur la base de la culture des autres. Ben c'est là que mon questionnement a été et remonté avec brutalité au point de me déterminer à aller au fin fond dans mes tripes, en fait, pour m'interroger et rechercher quelle est mon identité, qui suis-je? Et c'est là que, en visitant les éléments de la culture africaine, les ouvrages et autres, je me suis rendu compte que le phénomène de la royauté sacrée était un phénomène assez omniprésent au fondement non seulement des cultures africaines, mais même des communautés. On a eu des États qui se sont formés sur la base de ce phénomène avec la fameuse constitution du Kurukan Fuga. Fuga, oui, le testament. Qui en fait, qui est la première constitution au monde pendant que les Français ne savaient même pas ce que pouvait bien dire un texte constitutionnel. Il existait déjà ici sur les terres africaines en 1236, cette constitution-là, avec 134 articles. Et bon, j'ai eu l'occasion de lire ce texte-là, mais il est vraiment fabuleux. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, attendez, mais on a tout ici. Plutôt que de passer le temps là au cours des débats, oui, vous voyez, en France, oui, le texte français dit que, oui, le texte américain, bon, c'est en fait, désormais, on devrait même avoir honte de venir sur un plateau comme ça et que pour justifier l'un ou l'autre élément de notre droit constitutionnel, qu'on se retrouve à invoquer ou à évoquer encore des textes français. C'est seulement la preuve que, bon, on devient des promoteurs du néocolonialisme alors que cela devrait cesser. Bref, c'est tout cet ensemble d'éléments-là, parce que le texte de Kurukan Fuga, vous vous rendrez bien compte que le roi Soundiata Keïta est là. Encore un roi. Okay, alors, c'est avec justement le phénomène de la royauté sacrée dont nous aurons à parler ici, que je me suis retrouvé, ou que j'ai trouvé justement un élément fondamental qui pouvait me permettre de reconstruire cette identité africaine. Ok. Oui. Et vous l'avez reconstitué en criant ce jeu-là, le roi sacré africain. Le roi sacré africain, tout à fait, oui. Et pourquoi donc, puisque vous parlez de la royauté sacrée, pourquoi le nom, le roi sacré africain? Le roi sacré africain,
tout simplement pour la simple raison que tous les anthropologues sont unanimes qu'en termes de ce phénomène-là de la royauté, ses racines les plus vraies et les plus profondes sont africaines. Parce que c'est quand même dans l'environnement de Tchad, un peu vers le Soudan aussi, qu'on a eu de manière historique à repérer un phénomène où quelqu'un s'assoit sur un trône, se fait porter les attributs qui renvoient justement à ce statut-là de roi. Voilà. Alors, le roi sacré, c'est tout simplement parce que c'est un phénomène qui est à la fois humain et relevant des éléments qui nous rattachent au religieux, à la divinité et au sacré. Au sacré. Alors, il était question justement pour moi de donner une formulation scientifique à des phénomènes comme ceux-là, par exemple la religion, la divinité, le sacré, le rite. Et les qualifier comme étant la remémoration, la commémoration et la perpétuation justement du phénomène participant à introduire dans la communauté un nouveau pouvoir à travers l'immolation sacrificielle d'un personnage qu'on aura ainsi désigné par le phénomène, par la sélection du hasard. Or, la sélection par le hasard, c'est là même qu'on retrouve, et c'est ça qui nous distingue justement des animaux, qui est un phénomène qu'on retrouve essentiellement dans les premières communautés africaines, phénomène qui contribuait à la mise en marche ou l'établissement justement du droit constitutionnel propre à un milieu défini. Et là, vous en avez la démonstration jusqu'aujourd'hui. Quand vous allez dans les royaumes bamilékés, oui. Jusqu'aujourd'hui, il existe un droit constitutionnel bamileke que beaucoup de juristes actuels, même camerounais, ignorent alors que ça existe là et tout ça. Parce que ce droit constitutionnel-là, quand vous l'approchez, vous vous rendez compte que c'est un droit qui se structure autour justement de la sortie du roi du Lakam. Donc, il emporte avec lui à la fois le phénomène justement du roi quand il va dans le Lakam, le phénomène donc où il va à la mort, c'est un peu la préfiguration de la chose. Il va à la mort parce que quand il entre dans le Lakam, c'est sous les colibés, les fouets et tout ça, donc une préfiguration justement de l'immolation sacrificielle. Or, quand il sort de là, il s'opère justement un retournement prodigieux qui fait que celui-là qui était entré sous les huées, les colibés, les coups de fouet et finalement le sacrifice suprême, puisse en ressortir avec des atours de sacré, un peu comme si la même communauté qui l'avait rejeté le recueille en le plaçant au-dessus d'elle et le consacrer comme roi. Tout à fait. Le roi est où? Le roi est celui-là qui génère la loi, qui génère le droit. Donc, il y a là un mécanisme très intéressant. Un mécanisme de transformation. Effectivement. Ok, d'accord. Parce que quand vous prenez cet exemple d'un chef, là, comme on le connaît, quand on vient d'être chef, là, comme c'est
transformer le chef. Quand il revient, c'est une autre personne qui sort de là. Et voilà, vous dites, le jeu, le roi sacré africain, c'est parti d'une conception, le style du genre, on ne peut pas se développer en faisant toujours référence aux autres. On doit se référer à l'Afrique. Voilà, à nous-mêmes. Et maintenant, en quoi donc ce roi sacré? Tout à l'heure, là encore, on regardait ces images que nous sommes encore en train de voir là, les images du jeu, le roi sacré, que vous avez d'ailleurs conçu, le roi sacré africain. En regardant donc ces images de ce jeu avec tous ces jeunes qui jouent, avec ces pions qui sont là, en quoi le roi sacré africain que nous voyons là, le jeu, en quoi est-ce qu'il nous renvoie à l'identité africaine? Ben, c'est justement la présentation sous forme de jeu de ce que le roi que la société instaure a un pouvoir tel que, parce que là, quand il apparaît, on l'a pratiquement divinisé. Or, quand vous regardez le droit moderne qu'on déclare être d'origine judéo-chrétienne, vous vous rendrez compte justement que le droit apparaît dans la société à la suite d'un acte de violence, disons-le clairement, n'ayons pas peur des mots, à la suite d'un meurtre. C'est quand Caïn tue Abel que la communauté des Caïnites naît. C'est quand deux frères se séparent, même dans nos traditions, que celui qui reste sur les terres d'où il vient de chasser l'autre peut créer une culture, une communauté qui se structure avec ses règles, ses us et coutumes et autres. Or, quand vous allez dans les évocations d'ordre biblique, c'est le même phénomène, parce qu'en fait, c'est même ça qui démontre que l'Afrique est restée proche ou très près de cette source-là, de cette origine-là. Parce que, bibliquement parlant, il est même dit dans la Bible que l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Et là, vous retrouverez même que la religion chrétienne et l'islam se rejoignent. Parce que les deux religions disent que le bélier sacrifié par Abel est le même bélier que Abraham aura sacrifié à la place de son fils Isaac. Or, quand vous lisez par exemple ce texte-là, aussi bien dans le Coran que dans la Bible, quand Isaac demande à son père que « Père, je vois le bois, je vois le couteau, mais où est la bête à immoler ?» Qu'est-ce qu'Abraham dit? Il lui répond en lui disant « L'Éternel se pourvoira lui-même. » Que l'Éternel lui-même va se mettre à la place du sacrifié, du sacrifice. Mais ça veut tout dire. En fait, là, entre parenthèses, c'est même une démonstration de ce que chrétiens et musulmans ne devraient même pas se battre. C'est complètement stupide. Mais ils ont la même racine. Non, mais ils ont la même racine. Ils ne devraient même pas se battre. Vraiment pas. Bon, bref. Ça, c'est un autre débat et tout ça. Donc, vous voyez là qu'on remonte dans les religions qu'on appelle les religions révélées, celles où Dieu a eu à se manifester lui-même personnellement à l'homme. Et là, Dieu lui-même démontre justement que la loi qui s'instaure dans la cité ne vient pas des hommes, elle vient de moi. Parce que quand Caïn tue Abel et que Dieu vient demander à Caïn, où est ton frère? Caïn répond avec arrogance, suis-je le gardien de mon frère? Bref, bon, Dieu comprend son problème, qu'il a un problème, parce que quelqu'un qui commence à être arrogant, même dans nos sociétés, là, poser une simple question à quelqu'un, commence à répondre avec arrogance, vous sentez qu'il a un problème. Ok, alors Dieu lui dit que non.
au lieu de me répondre comme ça, moi je te pose cette question-là parce que je sens le sang de ton frère crie tellement fort jusqu'à moi, comme pour dire que mais tu viens de le tuer. Ah, c'est vrai qu'il y a là, comme tu le sais. Bon, ok. Oh, c'est parce que. Maintenant que j'ai fait ça, le premier qui me rencontrera me mettra aussi à mort. Dieu dit non. Je vais mettre un signe sur toi pour que celui qui se risquera à te faire quoi que ce soit, que tu puisses être vengé et tout ça. Donc, vous voyez, c'est encore Dieu lui-même qui vient instaurer la loi. Oui. Qu'on ne devrait pas se venger personnellement par rapport à tel ou tel méfait qu'on trouve dans la société. Qu'on devrait plutôt se conformer à la loi. Et là, c'est ça qui démontre aussi effectivement que l'origine du droit, l'origine de la loi, c'est une origine divine. C'est vrai que nous, quand on parle dans les facultés de droit de par le monde, on dit seulement que bon, le droit est d'origine judéo-chrétienne, tout ça. Voilà. Alors, docteur, est-ce que l'Afrique a véritablement un problème d'identité? Parce que, puisqu'on fait toujours référence aux autres, parce que c'est du moins le sens du jeu, c'est-à-dire ramener à l'identité. Est-ce que ça veut dire que l'Afrique a un problème d'identité? L'Africain ne manifeste pas son identité ailleurs, ou alors il se cache de son identité? L'Afrique a-t-elle un problème? Ah, mais là, vous me posez une très bonne question. J'espère que je ne vais pas embêter certaines personnes, parce que pour beaucoup d'entre nous, nous avons encore... je ne sais pas si je dois dire honte de notre identité, mais c'est presque ça. Hein? Ben, quand vous regardez dans nos taxis, nos cités, là, nos bureaux, nos administrations et autres, pourquoi est-ce que nos femmes devraient toujours se coiffer à l'européenne? Leurs cheveux là. Pourquoi est-ce que les femmes africaines, qui sont pourtant belles avec leurs cheveux là, pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas rester telles quelles et soigner leurs cheveux naturels? Pourquoi est-ce qu'elles doivent tout simplement s'aliéner dans le sens de se mettre toujours en... Oui, on leur a tellement chanté par le phénomène des mass médias et autres, où la meilleure silhouette pour une femme, c'est la silhouette de l'occidental, de la femme occidentale. Et même le type de cheveux qu'elles mettent là. En fait, les faux cheveux qu'elles ont sur la tête là. C'est toujours sur le mode occidental. La silhouette. Regardez combien de dames font tout. Même comme, bon, nous sommes dans un environnement où nous mangeons vraiment gras et qu'on a tendance à avoir des formes bien rondes. Mais beaucoup de femmes sont là à lutter pour ne pas prendre trop de kilos. Question d'avoir une silhouette fine comme la tout femme occidentale et tout ça. Les faux cils qu'on met maintenant là. Bref, il y a beaucoup de choses qui démontrent que nous n'avons pas intégré encore qu'il faut absolument non seulement faire rejaillir, mais assumer notre identité, mais et en être fier, parce que je ne vois pas en quoi est-ce que mon collègue chercheur français, américain est plus valable que moi. Parce que surtout que, par exemple, pour le jeu dont on parle là, c'est la seule production de cette nature au monde actuellement. Et c'est pour cela que je dois le faire traduire. Là, il est en français, je devrais le faire traduire en anglais, en chinois, en arabe, en espagnol et éventuellement en russe pour le vendre à travers le monde entier. Voilà, et vous n'avez pas peur qu'on risque de vous... Parce qu'aujourd'hui, quand une idée ou du moins une fabrication est africaine, on ne l'accepte pas. Il faut qu'elle soit d'ailleurs occidentale pour qu'on dise que oui, elle est valable. Vous n'avez pas peur qu'on dise que ce n'est pas valable? Non. Vous savez, en fait, quand on est sûr de son produit, le cardiopade de M. Zhang, c'est M. Zhang, oui, que je félicite au passage. Mon ami, quand le produit est bon, il est bon. Vous ne pouvez rien contre ça. Et c'est pour cela que je n'ai aucune crainte à faire produire
dans les prochains mois, ce jeu-là. Bon, là, malheureusement, il n'y a pas les industries adaptées pour faire la production de ce type-là ici sur place. Bon, je serais obligé une fois de plus de m'expatrier, de faire produire ça aux États-Unis. Parce qu'en fait, le jeu tel que vous le voyez peut se jouer en mode physique, le jeu physique, qu'on mettra en coffret, comme le jeu des échecs et autres. Oui. Hein? On pourra aussi le mettre sur smartphone, donc sur console électronique. On pourra le mettre aussi sur Internet, de manière à le jouer en étant dans des pays différents. Vraiment comme ça se fait dans les réseaux sociaux. Que ceux qui se trouvent, des Africains je veux dire, qui se trouvent ailleurs dans d'autres pays pourront également par là manifester cette identité propre à l'Africain, être fier de cette identité, bien qu'il se trouve ailleurs, mais être fier de cette identité. L'invité de l'ADN de l'histoire est le docteur Ennet Moutamba. Je réponds là à un monsieur qui nous envoie un message, Stéphane Maroub, depuis la Russie, qui demande qui est l'invité de cette édition. C'est bien le docteur Ennet Moutamba et c'est l'auteur du jeu Le Roi Sacré Africain. Et ce roi sacré qui nous ramène à l'identité même de l'Africain. Je nous propose de marquer un temps d'arrêt, docteur. Prenons cet élément. Il s'agit des propos du professeur Éric Mathias Éric. C'est Éric Mathias et Mathias Éric, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même. Surtout que lui-même a toujours corrigé ça. Hein? Non, il préfère qu'on dise Mathias Éric Onangini. Voilà. Nous prenons cet élément de lui et on se retrouve juste derrière pour continuer à parler de ce jeu, le roi sacré africain. Et nous parlerons alors de la dimension, c'est-à-dire des différentes dimensions du roi sacré africain, parce que le roi sacré africain a plusieurs dimensions. Lesquelles? Tout de suite, après cet élément. Et quand vous prenez le jeu, il a une figuration astrologique. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de signes du zodiaque sur le jeu, qui montre qu'en réalité, derrière ce jeu également, en plus de la dimension juridique, politique qu'on a déjà étudiée, il y a une dimension astrologique et même astronomique. Vous ne pouvez pas comprendre ce jeu si vous ne voyez pas qu'il étudie les différentes phases de l'univers et que précisément ce que nous appelons l'astrologie, c'est le reste d'une vieille science qui se faisait il y a plusieurs milliers d'années, qui consistait à comprendre les rythmes de la création, le climat, les étoiles et tout le reste. Et c'est comme ça que l'homme a commencé à comprendre comment le monde fonctionne. Le droit est donc théologie, qui se pose la question de l'ordre, qui se pose la question du monde, de l'univers, se pose toujours la question de la source du monde. Et cette source du monde, c'est ce que nous appelons de manière commode Dieu. Dieu est la source du monde. Et voilà pourquoi dans le droit, on essaye d'imiter Dieu. Et l'imitation de Dieu, c'est précisément le roi sacré. Ce principe n'a pas disparu comme nous le pensons de la société actuelle. On pense aujourd'hui qu'il n'y a plus de roi sacré, mais même ce que nous appelons les présidents, les premiers ministres, sont toujours des formes de rois sacrés. Parce que l'humanité ne peut pas vivre, même quand il y a ce qu'on appelle le désenchantement, c'est-à-dire le recul de la pensée religieuse, sans référence au sacré. Ce sacré-là prend simplement d'autres formes. Ce jeu-là fait beaucoup travailler les ménages. Et ceux qui vont y jouer vont beaucoup faire travailler leur tête. Parce qu'à chaque moment, en même temps qu'ils calculent, ils doivent également penser. Parce que le droit est pensé. Derrière le droit, il y a toujours de la pensée. Et cette pensée qui s'exprime dans ce jeu est la pensée de ce que le monde, l'univers est complexe. L'univers n'est pas simple. Cet univers est complexe, mais en même temps, cet univers a au cœur des règles qui sont secs. Ces règles-là, elles sont figurées par le schéma. C'est le cycle, c'est le cercle. Si vous voulez comprendre comment l'univers fonctionne, il faut toujours privilégier la notion de cycle. Et un cycle a des étapes. C'est quand vous commencez à comprendre les étapes du cycle que vous commencez à comprendre comment les choses sont structurées. Et cela est valable dans tous les domaines. Ce jeu ne renvoie pas simplement à ce que nous avons appelé le principe de plaisir.
Il renvoie également au principe de réalité. Il n'y a pratiquement aucun jeu qui soit simplement un jeu. En jouant, nous activons d'autres mécanismes, nous activons d'autres comportements, nous activons d'autres capacités que nous allons utiliser en dehors du jeu. L'auteur est en réalité en train de reprendre une démarche qui est la démarche que les Africains utilisaient à l'époque où ils étaient dans une phase de remontée. Et cela montre que précisément l'auteur nous invite de sortir de la chute actuelle pour aller vers la remontée, ce que nous appelons aujourd'hui l'émergence. Je vous remercie. Voilà l'ADN de l'histoire. Nous mettons en avant l'esprit de l'Afrique. La thématique de cette édition est bien le roi sacré africain. Et vous venez de suivre le professeur Mathias Eric Owona Ngini qui également s'est approprié de ce roi sacré africain. Et il nous demande à nous également de nous approprier de ce roi sacré africain. Alors, docteur, après le professeur, quelle réaction ? Oh, mais vous n'imaginez pas, j'en ai pratiquement des frissons de constater que mon ami, le professeur Mathias Eric Owona Ngini, mais a pénétré ce jeu-là à un niveau que je n'avais pas soupçonné, parce qu'en fait, c'est en regardant ces images, cet élément avec du recul, que je me rends compte qu'en fait, il est vraiment allé au fond de la chose et qu'il se l'est vraiment, comme vous l'avez relevé là, qui s'est approprié de la chose. Et pour moi, c'est un sujet non seulement de fierté, mais aussi de consolation, parce que vous savez, dans le monde scientifique africain, c'est pas toujours de mise que par rapport à une production aussi grandiose que celle-là, qu'on puisse rencontrer vraiment un accueil aussi enthousiaste. En fait, je salue l'honnêteté scientifique du professeur Mathias Eric Owona Ngini. C'est même pour cela qu'il est mon ami. Ça, j'ai toujours admiré chez lui. Beaucoup d'honnêteté scientifique qui manque chez certains autres. Voilà, je ne vous coupe pas, docteur. Merci à tous ceux qui nous font des appels, notamment notre ami qui est actuellement entre nous appeler depuis Côte d'Ivoire. Faites-nous des SMS, pas d'appel, s'il vous plaît. SMS et nous allons répondre à votre SMS. Alors, avant de revenir à ces propos du professeur Mathias Eric, j'aimerais prendre ces quelques messages des téléspectateurs, bien sûr. Vous allez y répondre, il y a un qui vient de nous envoyer. Alors, il dit « Félicitations au docteur Ennet Moutamba pour ce jeu, le roi sacré africain. Belle initiative de réappropriation de l'imaginaire collectif identitaire africain. À Samba Diop, enseignant-chercheur en anthropologie médicale et éthique publique, Université de Bamako au Mali. C'est lui qui envoie ce message-là. Alors, bonsoir à vous. Comment... Voilà. Il demande le principe du jeu. On reviendra sur les principes du jeu. Merci pour cela. Bonsoir. Quelles sont les heures de diffusion de cette émission Herman de Damas? 20h30 le samedi. Comme c'est le cas aujourd'hui, Herman de Damas. C'est une très belle initiative, mes encouragements au docteur, voilà, et au professeur Owona Ngini. Et un autre également qui nous demande, docteur, est-ce que vous n'avez pas peur d'être combattu? Bon Dieu, en fait... C'est une question. C'est une question. Combattu. Enfin, je vous répondrai directement en disant que pendant que j'ai commencé avec d'autres productions, peut-être de moindre envergure, mais je me suis retrouvé en train de me faire traiter de fou, d'infréquentable.
plein de choses, que je n'étais qu'un imposteur. Je dis avoir fait des thèses en Europe, mais en fait, non, j'étais en train de faire de la plonge dans les restaurants là-bas. Je n'ai aucune thèse de doctorat. Plein d'histoires. Donc, vous voyez, en fait, le combat commence déjà à ce niveau-là. Et c'est un combat qui est toujours dans le milieu scientifique. En fait, les milieux dits scientifiques. Parce que, en vrai scientifique, je venais justement de vous donner le bel exemple de Mathias Errico Onanguini. Il dit, je ne trahirai rien en disant que j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour cet ami-là, justement pour son honnêteté scientifique. Parce que pendant que les autres me traitaient de fou, d'infréquentable et autres, il était le seul à l'époque de parler avec moi. Juste quelques minutes, il me dit, mais tu as la chose. Et il me préviendra, il me dit, écoute, tu sais que quand c'est comme ça, tu seras sérieusement combattu comme tes aînés. J'ai dit que oui, je le sais. Donc, j'y suis quelque peu préparé. Ok, d'accord. Et un autre qui nous a demandé, prenons ces dernières questions, qui nous demandait bien sûr, quelle est la différence avec le jeu des échecs européens? C'est Calvin qui nous envoie des messages depuis Yaoundé. La différence entre votre jeu et les échecs, le jeu d'échecs européen. Oui. Parce qu'en fait, le jeu que vos téléspectateurs ont le privilège d'en suivre un débat organisé autour, parce que c'est la première fois qu'il y a un débat, une discussion organisée autour de ce jeu-là, a ceci de particulier, et j'espère que j'aurai bientôt les moyens pour aller le faire produire sous les différentes formes. C'est un jeu auquel j'ai réussi à conférer une âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en jouant à ce jeu-là, vous faites un travail sur vous-même. Je donnerai une petite anecdote. On a fait lors des journées tests, pendant que les joueurs autour justement de la table de jeu faisaient leur compétition, il y en a un qui s'est mis en quête de faire de la tricherie. Il s'est passé quelque chose là d'assez extraordinaire. C'est que, je ne sais pas comment l'expliquer ici. Bref, il s'est mis lui-même à découvert de telle manière que tout le monde là autour de la table s'est rendu compte qu'il était en train de faire quelque chose d'irrégulier. On l'a tout de suite éliminé. Or, avec ce jeu, quand vous le jouez manuellement, c'est vrai qu'il y a une certaine dimension qui entre en compte et qui fait que vous vous retrouvez contraint de vous conformer à une certaine discipline. Mais il y a l'autre formule sous laquelle le jeu se jouera, à savoir sur les consoles électroniques et sur les réseaux sociaux. Oui, là, il n'y aura pas moyen de contrôler. Or, j'ai introduit justement dans le jeu les algorithmes qui sont structurés tels qu'est structurée la Bible, suivez mon regard, et tel qu'est structuré le Cameroun, parce que je considère le Cameroun comme étant le berceau de l'humanité. Et justement, quand vous parlez d'algorithmes et tout le reste, nous revenons à cela, mais permettez-moi de prendre encore ces messages qui ne font qu'arriver. Bonsoir à vous, j'aimerais savoir si c'est un jeu payant ou gratuit. C'est Frédéric Tessot de Soa qui pose la question. Non, en fait, le jeu n'est pas encore mis sur le marché. Voilà. Je dois m'employer justement à aller le faire produire aux États-Unis. Ça me demande beaucoup d'argent. Et justement, le plus important, donc Frédéric, c'est d'abord de mieux le comprendre, de s'en approprier avant maintenant de l'avoir. Alors, bonsoir, je viens de vous prendre
Je voudrais un rappel en vous suivant. Je suis perdu. Roméo de Nsam Yaoundé. Je vais vous répondre, Roméo de Nsam. La thématique cruciale de Le Roi Sacré Africain porte sur sa vision de réorganisation d'une Afrique future. Bourgeois de Soa. Justement, vous avez compris, bourgeois de Soa. Merci de redorer l'Afrique et de préserver la créativité. Alors, nous parlons du roi sacré africain. C'est la thématique de cette édition de l'ADN de l'histoire où nous mettons en avant l'esprit de l'Afrique. Et le roi sacré africain, c'est un jeu qui nous plonge et qui nous ramène à l'identité, notre identité d'Africain. Et le créateur, du moins l'auteur de ce jeu, le roi sacré africain, est bien sûr le docteur Ennet Moutamba. Et je reviens donc maintenant à cette dimension. Le professeur Martial Eric vient de le mentionner. Vous avez parlé de ça en parlant d'algorithme. Voilà, oui. C'est un jeu qui a plusieurs dimensions. Dimension juridique, dimension politique, dimension astrologique. Astrologique et astronomique. Voilà, et même la dimension divine. Voilà, vous parlez d'algorithme. Allons-y. Il s'agit de quoi précisément? Bon, en fait, les algorithmes qui sont déjà à la mode actuellement parce que toute l'informatique actuelle tourne autour de ça, d'un. Et de deux, on le voit surtout, il y a une application particulière dans la médecine, la médecine de la reproduction, qui fait recours aux algorithmes pour, suivant les tests, de pouvoir repérer les risques de malformation de l'enfant qui se trouverait encore dans le sein maternel, de manière à éviter ça. Donc, avec les algorithmes, on peut le faire. Or, avec les mêmes algorithmes, quand moi je les mets dans ce jeu-là, je démontre comment est-ce qu'il y a une dimension prédictive dans le jeu, de sorte qu'en fait, en y jouant, et ça, ce sera justement les talents ou les facultés des uns et des autres qui seront interpellés. Parce que j'ai vu pendant les journées tests de ce jeu, j'ai vu les joueurs qui venaient de différentes disciplines. Il y avait des juristes, des économistes, bref, des mathématiciens. J'ai vu comment est-ce que chacun jouer à ce jeu-là selon ses potentialités. J'ai vu le mathématicien faire des calculs, vraiment, je crois que dans l'image, là, vous avez vu ça, faisant des calculs. J'ai vu celui qui est l'économiste faire des calculs des probabilités pour contrer les autres. Bref, j'ai vu, par exemple, un juriste qui était là, jouer juste sur la base de ses notions de droit. Et, et le vainqueur sortait de là sans que... Bref, ce que je veux démontrer, c'est dire que ce jeu est conçu de manière à interpeller les facultés cachées de chacun. Et c'est ça la particularité, parce qu'il n'y a aucun jeu au monde actuellement conçu par un juriste, parce que ça, il faut le noter, qui se fonde sur les algorithmes de manière à intégrer dans le même jeu trois dimensions différentes. Parce qu'en fait, le jeu comporte à la fois la génération du droit, la naissance de la pensée humaine, et qui dit naissance de la pensée humaine interpelle ou bien rend compte de toutes les autres sciences, parce que toutes les autres sciences sont structurées par la pensée, justement. Et en troisième lieu, la thématique du Cameroun considéré comme le berceau de l'humanité. Alors, faire trois thématiques différentes comme ça et les intégrer en un seul jeu, il faut le faire. Il faut le faire. Voilà, justement. Et nous allons marquer un autre arrêt, docteur. Et cette fois, nous sommes dans l'ADN de l'histoire. Et dans l'ADN de l'histoire, nous mettons avant l'esprit de l'Afrique. Nous pensons également à ceux qui portent souvent l'image de l'Afrique, c'est-à-dire ces hommes ou ces historiens qui, eux également, ont mis en avant l'émergence des idées africaines. Et pour cette édition de l'ADN de l'histoire, nous faisons un petit bémol sur Amadou Hampâté-Bâ. On se retrouve tout de suite. Sa andi a anda a andang.
Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda a anda a andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Amadou est un autre doux d'une consonance magique à la lignée prophétique. Un nom de réconfort qui ronronne fort. Amadou Hampâté-Bâ était une chance. Ah, j'allais dire une calebasse. Au fil de l'eau claire ou sur le chemin du calvaire, chacun peut y boire avec beaucoup de gloire. Amadou Hampâté-Bâ est l'auteur africain le plus souvent cité pour sa phrase « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Il est né en 1901 au Mali, à Bandiagara, et il est mort en 1991. Disciple de Tierno Bokar, il a consacré sa vie à sauver de l'oubli les trésors de la tradition orale du monde peul. Son œuvre écrite est considérable, son activité inlassable. D'importantes responsabilités lui ont été confiées dans l'administration, dans la diplomatie de son pays, à l'UNESCO. Il est pour l'Afrique noire le gardien de la mémoire, de la tradition orale qu'il a bien souvent couchée sur papier et est devenu de ce fait le défenseur vigilant d'une civilisation si longtemps méconnue. Né avec ce siècle à Bandiagara, au pied des falaises du pays de Gone, mort en 1991 à Abidjan, Amadou Hampâté-Bâ, historien, écrivain, conteur, poète, penseur, frère des hommes, est surtout connu en France pour la lutte qu'il mena à l'UNESCO de 1962 à 1970 en faveur de la réhabilitation des traditions orales africaines en tant que source authentique de connaissances et partie intégrante du patrimoine culturel de l'humanité. Amadou était un vieillard comparable à une bibliothèque aux mille et une merveilles. L'homme a marqué son temps en ouvrant cette porte, la merveilleuse, la sublime. La grande porte ouverte par Hampâté-Bâ est cette porte de sagesse, plus riche qu'une bibliothèque. Amadou Hampâté-Bâ était donc la figure historique de cette édition de l'ADN de l'histoire. Retrouvons notre roi sacré africain, retrouvons-le et en quelques mots seulement, docteur, la dimension juridique du roi sacré se résume à quoi? C'est justement de répondre à ce grand questionnement qui reste dans le droit, même comme des juristes feignent de l'ignorer, à savoir résoudre la question de la violence dans la société. Ok. La dimension politique. La dimension politique, c'est... En fait, tout ça revient à la question de la violence, justement. Comment établir, édifier des communautés humaines dans lesquelles la violence sera au maximum repoussée vers l'extérieur, sur les périmètres. Faire en sorte que la violence ne vienne jamais au sein de la communauté, au sein de la cité. Parce qu'il y a des solutions à cela. Et qu'en droit, tous les juristes savent, et ils le disent, que le droit est fondé sur la violence. Alors, ce droit-là qui est fondé sur la violence, comment peuvent-ils croire, parce que moi, désormais, je n'y crois plus, comment peuvent-ils croire et continuer de le brandir ou dire de penser que la violence peut, à un moment donné, donner quelque chose de bon? La violence ne peut produire que la violence. Quel que soit le temps que ça va traîner, mais à un moment, il y a une recrudescence de la violence. Et puis, quand on ne sait pas maîtriser la chose, ça fait patatras. Et puis voilà. Et la dimension pédagogique? La dimension pédagogique, c'est justement ça aussi. Tous les joueurs qui jouent là sont confrontés justement à pouvoir réprimer
les accès de violence qui montent en eux. Parce que pour pouvoir jouer justement, on doit faire un travail sur soi-même. On le verra peut-être plus tard quand on entrera dans le fond du jeu. Voilà. Tout à fait. Avec j'allais dire la complicité, mais disons, avec justement le concours de la régie, je voudrais que vous commentiez un peu, qu'on commente un peu sur ces images, parce qu'il s'agit bien de roi sacré africain. Mais dans le jeu du roi sacré africain, la plupart des pions portent un nom. Ouais. Et avec les images que nous verrons là, expliquez-nous un peu, est-ce que ces pions ont ces noms sur les pions ont une implication dans le jeu? Qu'est-ce que cela signifie? Justement, oui. Allez-y, on va nous donner des images, oui. Bon, c'est comme je l'ai dit justement, et vous l'avez peut-être remarqué, le plus grand cercle, le grand cercle extérieur, et en fait, il rapporte les 7 âges de l'Église, plus les 5 étapes de la manifestation de la loi dans la société humaine. Donc là, c'est le côté synthèse que j'ai fait et du Coran et de la Bible. Et j'ai trouvé que la Bible ressortait mieux la chose de manière à confronter les perspectives du jeu, qui sont essentiellement celles de bannir la violence, de l'anéantir et tout ça, avec les éléments d'ordre religieux. Et là, en prenant justement la Bible, on se rendra compte justement que par rapport à ce qu'on appelle la littérature prophétique, celle qui annonce les temps à venir, vous retrouvez justement, et j'ai eu le temps de me plonger là-dedans, j'ai eu l'occasion de constater que c'est, bien sûr que c'est formulé en code, mais il y a dans la Bible l'écriture justement de ce que seront les temps à venir. Il y a moyen de le décoder et de le mettre en relation avec tous les éléments qui sont centraux dans le jeu. Et ça, c'est absolument passionnant. Okay, c'est vrai que c'est tellement vaste que je ne peux pas les expliquer en quelques mots. Alors, c'est ça qui a fait que, justement, je puisse prendre les noms par exemple, des 12 tribus d'Israël qui sont dans la Bible, plus les noms des 12 apôtres. Parce que leur conjonction a justement une signification très grande, justement, pour décoder toute la littérature prophétique telle que le Coran et la Bible le font. Voilà. Ok, d'accord. Et nous allons à une autre image. C'est bien sûr avec la régie, les triangles dans le roi sacré. Parce qu'on voit beaucoup plus de triangles dans les rois sacrés. Il s'agit de quoi ces triangles? Enfin, ça c'est la bonne question. C'est en fait une représentation. En fait, il n'y a qu'un seul triangle, c'est comme une pyramide. Oui. Mais comme elle a 4 faces, c'est pour cela que je l'ai étalé, voilà, comme là. Je l'ai étalé sur 4 faces. En fait, c'est une seule pyramide qui est en fait une représentation anthropologique du Cameroun, figurez-vous. Parce que j'ai dit que le Cameroun est le berceau de l'humanité. Voilà, il fallait que quelque part, que le Cameroun se retrouve au centre. Et effectivement, c'est là le berceau, justement. Voilà, et justement, c'est une autre image maintenant. Quel est le lien entre le Cameroun, le triangle et celui camerounais? Quel est le lien? Parce que, justement, déjà que le Cameroun est un triangle, d'un. De deux, quand
vous appliquez les mathématiques de Mandelbrot. Benoît Mandelbrot, c'est un mathématicien français, mais d'origine polonaise, qui avait fait ce qu'on appelle en mathématiques les fractales. Quand vous appliquez, voilà, les fractales, ah ben les voilà, heureusement. Voilà, quand vous appliquez justement les fractales au Cameroun, dans un sens, et que dans une deuxième étape, vous allez dans le sens inverse, vous en arriverez à en avoir qu'un seul triangle qui sera le triangle qu'on appelle le triangle d'or ou le triangle parfait et qui est le triangle de 72 degrés. Un triangle de 72 degrés. De deux, quand vous regardez le Cameroun, le côté d'en haut a l'air d'être séparé, presque sectionné de la base. Ah ouais. Or, justement, la partie qui paraît sectionnée, vous la retrouvez justement dans ma représentation avec, comment je vais dire, aussi séparé du reste de la pyramide. La pyramide, oui. OK. Oui, et dans justement, dans cette séparation-là, vous constatez que la partie d'en bas est, comme la Bible le dit, structurée en 7 étapes, qui sont les 7 vertus dont doit faire montre tout homme pour accéder à l'épiphanie primordiale qui est en haut. Or, les 7 éléments qui sont repris là dans la base correspondent effectivement aux 7 collines de Yaoundé, parce qu'il y en a 7. Et quand vous allez au monument de la réunification, parce que là c'est la représentation matérielle et physique de la chose, quand vous allez au monument de la réunification à Yaoundé, vous comptez les marches qu'il y a là, il y en a effectivement 7, donc c'est pas un hasard. Et justement. Et c'est ce que vous avez appelé la stylisation de la forme Cameroun. Voilà. Pour dire qu'en fait, c'est pas une forme qui est du fait d'un hasard. Voilà. Le jeu va beaucoup nous apprendre. Parce que là, voilà même les 7, les 7 étapes là, les 7 marches qu'il y a au monument de la réunification. Et effectivement, vous voyez, là au bout, le bout là est même représenté autrement. Ok, d'accord. Et nous allons en parler. La stylisation, du moins la forme Cameroun. Et vous aurez le temps, bien sûr, de bien nous expliquer cela. Nous allons prendre les messages pour sortir de cette édition. Mais avant, je voudrais qu'on prenne une note musicale. Et cette note musicale, elle nous rappelle juste notre générique et elle nous rappelle encore l'indépendance de la République démocratique du Congo. Je vous demande de prendre ces paroles et on se retrouve juste après. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozumiye.
Voilà l'ADN de l'histoire, l'esprit de l'Afrique. Alors, docteur Ennet, vous êtes congolais et quand vous suivez cette musique avec ces paroles et ces noms qui reviennent, qu'est-ce que ça vous fait? Des frissons, surtout quand on évoque la mémoire d'un monsieur comme Patrice Emery Lumumba. Bon, je souhaiterais bien à mon pays qu'on ait de nouveau des grands esprits comme ça. Parce que, vous voyez, ce monsieur-là, on était en train de le faire fuir parce que, bon, l'autorité coloniale voulait justement mettre la main sur lui, le faire mourir. Bon, on était en train de le faire fuir et arrivé quelque part, très très loin de Kinshasa, ses poursuivants disent que aïe aïe aïe, là, au point où il en est là, on ne peut plus le rattraper. On peut laisser tomber. Alors quelqu'un leur dit que non, vous voyez ce monsieur-là, il aime tellement sa famille que s'il apprend que vous avez mis la main sur sa famille, où qu'il soit, il reviendra se rendre. Et c'est ça qui s'est passé. Parce qu'effectivement, on est allé prendre sa famille et on lui a fait parvenir le message selon lequel ta famille est entre les mains de l'autorité coloniale. Il a dit, ok, c'est moi qui ai amené ma famille dans cette affaire-là. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque problème que ce soit. Il est revenu se rendre. Et ce monsieur-là est mort voyant ses dents arrachées et son corps plongé dans de l'acide. Donc, l'autorité coloniale avait une peur bleue de ce monsieur-là. Au point, mais il fallait qu'on le dissolve carrément dans de l'acide. Et j'ai vu en Belgique à la télé un Belge qui s'amusait avec les dents de Lumumba, qui disait que oui, si jamais il doit ressusciter, il ressuscitera avec quelques dents en moins, en montrant ses dents. Et voilà. Et ce sont ces gens-là, ceux qui nous viennent nous apprendre toujours les droits de l'homme ici. Ils balançaient ça à leur télé. Hein. Okay. Je pense que quand on parlera de Patrice Lumumba, en mémoire, nous vous aurons ici sur le plateau. Bonsoir, professeur. J'admire beaucoup votre intelligence. Très bon exemple. Bravo, Léo Kadi de Nkolbison. Merci, Léo Kadi de Nkolbison. L'Afrique a besoin de consommer africain pour mieux consolider la fraternité de notre peuple. Joseph de Soa. Merci, Joseph. Alors, comment pouvez-vous expliquer le rapport entre le roi, entre le sacré et la loi constitutionnelle? C'est Bourgeois de Soa qui pose la question. Pourquoi le roi sacré a-t-il un lien crucial avec la religion? Toujours Bourgeois sacré qui pose la question. Parce que la religion est à l'origine de tout. Même le grand scientifique, le grand esprit Einstein disait que le sentiment religieux cosmique est la plus ferme et la plus ferme et la plus digne détermination de la recherche scientifique. Ok. Alors, Elumdem, lui, il nous dit, c'est Gaëtan depuis Elumdem qui nous dit, pour moi, le roi sacré, le sacré roi africain de nos jours n'existe pas encore. Bon. Ça, c'est sa pensée à lui. Oui, oui. Alors, pourquoi avoir choisi roi sacré africain, Ketia de Koto-Douala? Je crois que nous avons répondu à... C'est ma fille qui me provoque. Ok, d'accord. Et de toute façon, nous parlons du roi sacré africain et nous en reparlerons encore dans des prochaines éditions de l'ADN de l'histoire. Et je le rappelle encore, l'ADN de l'histoire, c'est à 20h30 tous les samedis. Alors, un dernier mot, docteur. Le roi sacré veut nous sortir de la chute actuelle vers l'émergence. De quelle chute et vers quelle émergence? Ben, c'est notre situation actuelle. Vous n'avez qu'à voir dans quel état, non seulement mental, spirituel, économique, mais c'est un état de défaillance intégrale. On doit remonter et toutes les prédictions de quelque ordre qu'elles soient disent justement que le 21e siècle est le siècle de l'Afrique. Voilà. Donc c'est aux Africains même de se réveiller. Surtout que dans les algorithmes que j'ai conçus là pour le jeu, il y a un triangle qui est formé par le 21, 34 et 55. Or,
de Jésus-Christ jusqu'à nous aujourd'hui, ça fait 21 siècles. Et ensuite, de Moïse jusqu'à nous, aujourd'hui, ça fait 34 siècles. Et quand je concevais ce jeu-là, j'avais 55 ans. Donc, ça fait le triangle-là, 21, 34, 55. Voilà. À quel public ce jeu est destiné? À Hina Gilbert, enseignant retraité à Yargouage. Vous ne répondez pas à tout public parce que ça concerne également, ça a une dimension pédagogique. C'était l'ADN de l'histoire, l'esprit de l'Afrique. Nous mettons en avant l'esprit de l'Afrique dans l'ADN de l'histoire. Retrouvez-nous demain dimanche à partir de 16h30, cette fois dans le cadre de Carrefour des religions avec pour principale thématique « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Merci, docteur, d'être passé sur le plateau de l'ADN de l'histoire. C'est moi qui ai été honoré, surtout par l'abondante réaction positive de vos téléspectateurs, que je prends pour moi déjà comme un compliment et un encouragement certain pour cette œuvre qui est... j'espère, Dieu voulant, qu'il sera mis sur le marché très bientôt. Voilà. Merci. Ricardo Bianda était au mélange vidéo et au mixage audio. Léopold Nana derrière toutes les caméras. Nono Foutier. Merci, madame, monsieur, d'avoir été avec nous. Retrouvons-nous samedi prochain à 16h à 20h30. Mais déjà, la rediffusion de cette édition, c'est lundi à 9h. Au revoir. En vertu du droit des faibles à disposer des mers, Pour ce moment et à jamais, notre État libre et indépendant. Il n'y a pas de dignité sans liberté. C'est par la lutte qu'il a été conquis. La patrie ou la mort. En Afrique, il y a un grand diable qui vend les autres Africains.